la salle, à ceux qui sont en ligne, bienvenue à la conférence du CERMA. Le CERMA est bien heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Laurent Roussiot. Donc, docteur Roussiot est ingénieur physicien. Il a obtenu son doctorat en sciences appliquées à l'Université catholique de Louvain, un postdoc à l'Université de Houston. Il est maintenant professeur titulaire à l'Université de Namur en Belgique. Et on a la chance de l'avoir à l'Université Laval en ce moment parce qu'il est professeur invité dans l'équipe de Diego Mantovani pour encore quelques mois. Jusqu'à la fin du mois d'août. Jusqu'à la fin du mois d'août, donc encore quelques mois. Là, c'est 4 mois et demi. Exact. Si vous voulez discuter avec lui, approfondir certaines collaborations, c'est encore le moment. Dans son laboratoire, il a deux principaux axes de recherche qui portent sur la caractérisation de surface et d'interface et le dépôt de couches minces par plasma froid. Donc aujourd'hui, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, on va le laisser présenter son séminaire qui porte sur la synthèse par plasma de nanoparticules métalliques à partir de précurseurs organométalliques. C'est bien ça. Merci. Voilà, merci beaucoup Elodie, merci Thierry qui nous regarde, je pense, et Kevin aussi pour l'organisation de ce séminaire. Merci donc pour l'invitation ici au CERMA. Voilà, je dis bonjour à ceux qui sont en ligne aussi. Il n'y a pas tellement de monde en présentiel ici, mais je pense que vous êtes assez nombreux quand même aussi ailleurs. Je vais faire l'effort. Donc voilà, le sujet dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est effectivement... D'abord, je vais exprimer en français aujourd'hui, c'est ce qu'on m'avait dit, mais toutes les dias sont en anglais. Donc, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait à l'aise avec la langue française, vous pourrez comprendre quand même. Donc, je vais vous parler de synthèse de nanoparticules métalliques à partir de précurseurs organométalliques. Ce n'est pas mon seul sujet de recherche, c'est un des sujets de recherche que je trouvais le plus approprié, disons, pour un séminaire sur les matériaux avancés. Sinon, dans mon labo, on fait beaucoup de caractérisation aussi avec des techniques relativement de pointe. Et donc, comme Elodie vient de le dire, je suis professeur invité aussi depuis le mois de septembre. Donc, je profite d'une belle année ici au Québec. Très belle expérience de vie, très belle expérience scientifique aussi. Voilà. Il ne marche plus, mon pointeur, je vais utiliser. Il fonctionnait là tout à l'heure. Sinon, il y a la bonne vieille méthode des flèches, ça marche sur tout. Ah oui. Pas mystère. Bon. Ça dit des flèches, je pense. Oui, d'accord. Ah, c'est complètement, ça ne fonctionne pas non plus. Est-ce que c'est parce qu'il faut cliquer sur du bon côté? Ça a l'air. Voilà. Bon, désolé pour ceux qui sont en ligne. Petit blocage. Voilà, bon, je commence toujours par une toute petite note d'humour en se demandant où se trouve Namur. Alors, si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez trouver effectivement une localité d'à peu près 2000 habitants ici, quelque part dans le Ouataouais, je ne sais pas si je mets trop comment ça. Je trouvais une petite photo où on voit que c'est petit, hein, Namur. Bon, plus sérieusement, Namur est en Belgique, bien sûr. Et je me suis amusé aussi à vous représenter la Belgique à la taille à l'échelle de la carte ici. Vous voyez que c'est vraiment un tout petit pays. Si vous comparez par rapport au Québec, je pense que c'est à peu près 30 fois plus petit que le Québec. Mais on est 11 millions d'habitants sur ce petit timbre-poste quand même. Donc, ce qui fait une densité de population qui est une des plus élevées au monde en Belgique, puisqu'on fait 300 habitants par kilomètre carré. Ici, j'ai vérifié ce matin, c'est 5 habitants au kilomètre carré. Bon, voilà, ça va rappeler quelque chose à M. Olivier. Olivier, pardon. Voilà où se trouve Namur, donc c'est plus ou moins au centre de la Belgique. C'est une jolie ville, on va dire. Il y a deux rivières, comme à Québec, hein, qui circulent, qui coule à Namur. On a une très belle citadelle qui est un peu plus grande qu'à Québec. Elle fait à peu près 2 km de long. Bon, ça, c'est les rues piétonnières de la ville. Ça s'appelle la place du Québec. C'est pour ça que j'ai choisi précisément ceci. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de liens entre la ville de Namur et celle de Québec, parce que dans les deux cas, c'est la capitale d'une région francophone dans un pays où le français n'est pas la langue dominante, si vous m'avez suivi. Donc chez nous, on a deux langues, le néerlandais et le français, mais le français n'est pas la langue majoritaire. Vous connaissez ce genre de problématique, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un jumelage qui a été fait en 1999 entre les villes de Namur et de Québec. Donc il y a vraiment beaucoup de liens entre les deux villes, et même de similitudes parfois. L'hiver est plus froid ici quand même qu'à Namur. Bon, ça c'est juste une représentation Google, mais vous avez un fleuve qui est quand même un peu plus petit que le Saint-Laurent. Vous avez une autre rivière qui sera comme la rivière Saint-Charles, si vous voulez, sauf qu'on l'appelle la Sambre chez nous. Puis vous avez une énorme citadelle là-haut. Alors si je vous ai montré là, ça c'est pas juste pour l'intérêt touristique, hein, c'est aussi pour vous montrer que mon labo se trouve en plein centre-ville en fait. Donc le labo, c'est un campus à l'intérieur de la ville. Donc, ça se trouve encore parfois en Europe.
On n'a pas comme ici des campus qui sont complètement extérieurs aux villes. Là, c'est vraiment les labos sont dans la ville, littéralement. Voilà, quelques mots sur mon université. Ce n'est pas une grosse université si on la compare à l'Université Laval, par exemple, mais on a une bonne réputation pour l'enseignement et une bonne productivité scientifique aussi. Donc, on a à peu près 7000 étudiants, 7 facultés. Et le département où je travaille, qui est le département de physique, est quand même relativement gros par rapport à la taille de l'université, puisqu'ils ont une centaine de personnes qui y travaillent. Typiquement 15 académiques, une vingtaine, voire 25 doctorants et le même nombre de postdocs. Voilà, alors je vais en venir à ma recherche. Donc, il y a essentiellement deux grandes thématiques de recherche dans mon labo, comme je l'ai dit. Il y a tout ce qui est surface et interface, caractérisation de surface et interface. Alors, je ne vais pas du tout vous parler de la technique TOF-SIMS aujourd'hui, mais je l'ai quand même mise ici parce que la plupart de mes travaux de recherche tournent autour de cette technique-là. Bon, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on fait en fait dans cette technique, c'est qu'on bombarde en fait un échantillon avec des ions et ça produit de la pulvérisation. Et donc, ce qu'on va faire, c'est une spectrométrie de masse de la matière pulvérisée. Et puis, l'autre grand sujet de recherche, c'est plutôt les dépôts plasma, ou la synthèse par plasma dont je vais vous parler aujourd'hui. Et j'aime bien présenter les deux face à face parce que c'est un peu, si vous voulez, un processus inversé, le processus plasma. On injecte un gaz, on allume le plasma et vous avez des espèces réactives ici qui vont se déposer pour former un film masse. Bon, c'est un peu simpliste, mais c'est un peu ça l'idée. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que la matière qui est pulvérisée en SIMS et la matière qui est décomposée ici par le plasma bien, ont des caractéristiques très similaires. Ce sont des espèces activées, des espèces excitées. Bon, pas plus sérieusement, mais plus précisément, je vous ai dit que dans mon labo, on est un peu, je vais dire, dispersé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande thématique de recherche que l'on poursuit. Donc, on a fait pas mal de recherches sur les matériaux hybrides, l'analyse par profilage de matériaux hybrides. Donc, hybrides, ce sont des matériaux qui contiennent des phases organiques et inorganiques. Une des applications, c'était notamment les cellules solaires de type perovskite, dont vous avez déjà entendu parler, qui sont largement hybrides. Vous avez des composés, des molécules organiques et des phases tout à fait inorganiques dedans. Là, il y a un projet qui s'est terminé il y a pas mal de 3 ans sur l'interface entre des métaux et des polymères. Donc là, c'est vraiment aller chercher à l'échelle microscopique, même nanoscopique, le lien entre du polyamide et de l'aluminium, en l'occurrence ici. On a des projets très bio aussi, qui sont plus de la caractérisation d'épiderme humain ou de cellules irradiées. Donc là, on fait ça avec les techniques d'analyse physique. C'est ça qui est assez original, en fait, de type TOF-SIMS, un peu XPS aussi. Alors, un peu plus exotique encore, on a des projets dans la science du patrimoine aussi. Donc, c'est un nouveau projet, celui-là, qui est l'analyse de parchemins médiévaux et de monnaies grecques, donc antiques. Alors ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on fait aussi pas mal de dépôts par plasma. Avec Diego, justement, on a un projet qui est financé par le FRQ ici au Québec et le Fonds national de la recherche scientifique en Belgique sur des dépôts plasma sur des implants dentaires. Voilà, je ne vais pas vous en parler encore aujourd'hui parce que c'est un projet qui est en cours et donc voilà, on a des résultats qu'on ne comprend pas encore complètement, qui ne sont pas encore publiés, donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ok, donc on va commencer par les fameuses nanoparticules. Je pense qu'il y a pas mal de recherches ici de CERMA sur les nanoparticules, effectivement. Donc il y a plein de bonnes raisons de produire des nanoparticules. Il y a bien sûr des applications dans le domaine biomédical pour leurs propriétés antibactériennes, pour le transport de composés pharmaceutiques, on va dire ça en français, radiosensibilité, on va dire aussi en français, donc ce sont des composés, les nanoparticules absorbent très bien les rayonnements X ou les photons par exemple. Et puis il y a une autre grosse application naturellement, plutôt en chimie, qui est tout ce qui est catalyse, donc photocatalyse, et aussi notamment les piles à combustible. Alors j'ai mis ça en gras parce que le point de départ des projets qu'on a eu sur justement la production des nanoparticules, c'était dans un projet qui rentrait dans le cadre des piles à combustible, qui avait une application visée au départ. Donc, peut-être que vous êtes un peu familier avec les piles à combustible. Elles fonctionnent bien sûr avec de l'hydrogène et de l'oxygène, et vous avez des réactions redox. Donc, vous avez effectivement l'oxydation de l'hydrogène et la réduction de l'oxygène qui se font ici à l'anode et à la cathode.
le tout produit de l'électricité, naturellement, c'est ça le but. Et la réaction vraiment qui limite effectivement le fonctionnement de ces piles à combustible, ce sont ces fameuses réactions redox qui se produisent ici sur les deux électrodes. Et donc, pour les activer, on doit utiliser nécessairement une couche des catalyseurs. Et les catalyseurs les plus courants, on les connaît bien, ce sont les catalyseurs platine déposés sur du carbone, donc sur un substrat carbone. Voilà. Alors, nous, l'idée du projet, c'était de les déposer un peu différemment, ces catalyseurs à base de platine, mais aussi essayer de les mélanger avec du nickel, histoire de réduire un petit peu le coût, réduire la quantité de platine dans les catalyseurs. Voilà un peu l'idée, pourquoi on s'est mis à faire ça. Et puis après, je vous montrerai qu'on est sorti un petit peu du cadre, puisqu'on a aussi produit des nanoparticules de zinc, de fer, etc. Voilà, alors c'est un petit peu simplifié ceci, mais il y a énormément de méthodes pour déposer des nanoparticules métalliques. Vous en connaissez sans doute beaucoup aussi. Bon, il y a la méthode qui est la plus utilisée probablement, qui est la méthode par voie chimique, chimie par voie humide, je ne sais pas très bien comment on dit en français. Il y a des problèmes associés à cela. On utilise des grosses quantités de solvants. On avait fait un bilan un petit peu énergétique et on se rend compte que la quantité d'énergie qui est consommée est quand même assez considérable aussi, parce qu'il faut chauffer ça pendant peut-être 24 heures. C'est une méthode relativement lente. Ceci dit, c'est quand même une très bonne méthode. Je ne suis pas en train de la détruire ici, on est bien d'accord. Mais c'est intéressant de voir des méthodes alternatives aussi. Alors, une autre méthode qu'on connaît bien dans nos labos ici, que ce soit chez Diego ou dans mon labo, c'est la méthode PECVD. Les exposés du CERMA, j'ai entendu souvent ce terme aussi, donc c'est Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition. En fait. Donc l'idée, c'est que vous injectez une vapeur dans un organométallique, dans un plasma, on allume le plasma et cette vapeur se décompose. En fait. L'organométallique se décompose, ce qui peut conduire effectivement à la production de nanoparticules, au dépôt de nanoparticules. Donc on est plus dans une technique de dépôt. Mais voilà, ce n'est pas une technique tellement efficace pour déposer des nanoparticules parce qu'il faut en permanence alimenter le réacteur avec la vapeur. Et surtout, le matériau, les nanoparticules vont se déposer partout. Donc il y en a un peu qui va se déposer sur le porte-échantillon, mais toute la chambre plasma va être finalement contaminée avec ça. Bon, en plus, on risque de boucher les tuyaux d'alimentation. On fait beaucoup de gaspillage. Donc la méthode qu'on a choisie, nous, qui est relativement simple finalement, c'est de décomposer l'organométallique dans la chambre plasma in situ. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord mélanger les poudres. Donc on mélange du carbone nanostructuré, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble tout de suite, avec un précurseur organométallique qui sera, je ne sais pas si tout le monde me voit quand je montre l'écran, je pense que oui. Le précurseur organométallique, donc on en parlera aussi, c'est souvent ce qu'on appelle des acétyl-acétonates. Structure-là. Ensuite, on place ça dans le plasma et on allume le plasma, si je puis dire. Et donc, ce qui se passe, si tout se passe bien en tout cas, c'est qu'on obtient des petites nanoparticules qui viennent se déposer sur le substrat carbonique. C'est ça l'idée. Donc, on décompose, enfin, on espère en tout cas décomposer l'organométallique in situ. Bon, pour être sûr que ça va fonctionner, évidemment, il faut beaucoup de techniques de caractérisation. Je vais vous en parler de 4 techniques. Pour la morphologie, bien sûr, la microscopie électronique à transmission. Pour la cristallinité, la diffraction rayon X. Pour l'état chimique, on va utiliser l'XPS, qui est une technique d'analyse de surface qui est bien connue. Et pour la chimie du plasma, on peut utiliser aussi l'émission optique. Donc, on va analyser la lumière qui est émise par le plasma, qui donne une information sur les espèces présentes dans le plasma. Mais voilà. Donc là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ah non, presque. Il y a encore un petit mot sur le réacteur plasma. Pas bien compliqué le réacteur plasma, c'est un petit réacteur de labo finalement. Pas beaucoup plus gros que ça, je dirais moins d'un mètre. Bien sûr, on peut faire de l'upscaling si on veut. Et le plasma, donc c'est un plasma radiofréquence à 13,56 MHz, c'est assez classique. Donc, le plasma est initié par un solénoïde, donc c'est un espèce de ressort, si vous voulez, cylindrique. Tout ça se fait sous vide. Alors, ce n'est pas de l'ultra haut vide, comme on dit, mais c'est des vides comme relativement poussés de 1 à 10 pascal, typiquement. Et puis, bien sûr, vous allez devoir injecter des gaz parce qu'il faut alimenter le plasma par du gaz. Donc, le gaz, ce sera de l'argon, de l'oxygène, peut-être de l'azote, de l'ammoniac. Donc, il y a différentes combinaisons possibles. Et donc,
Ce qui est bien, mais aussi compliqué avec les plasmas, c'est qu'il y a énormément de paramètres ajustables. Donc, on peut changer la puissance, on peut avoir une puissance continue ou pulsée, on peut varier le temps de traitement, les gaz qu'on injecte, le flux de gaz, la pression, tout ça. Donc, je compare souvent un peu les plasmas à la cuisine un peu expérimentale, c'est-à-dire qu'on travaille quand même pas mal par essai et erreur pour arriver vraiment à ce qu'on veut en finale. Et quand on change un de ces paramètres, ça change généralement très fort le matériau qui a été déposé. Il y a une forte sensibilité quand même à tous ces paramètres. Voilà, je ne vais pas en parler beaucoup, ça c'est juste les substrats carbonés, retenez juste que c'est du carbone en gros. Mais on a surtout travaillé avec ce qu'on appelle des flocons de graphène. Et donc c'est du graphène, hein, principalement des nanoplans de graphène et sérogel de carbone, qui est du carbone principalement, mais très poreux. Excusez-moi. Voilà, on va commencer par les nanoparticules de platine. Je vais passer un peu de temps sur le platine et puis après je pourrais aller, je pense, un peu plus vite sur les autres parce que c'est toujours un peu le même principe en final. Voilà, donc là on avait testé différents précurseurs, mais finalement celui qu'on préfère c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle l'acétylacétonate de platine. Et en fait, dans pratiquement tous les exemples que je vais vous montrer, on va toujours travailler avec de l'acétylacétonate en fait. Ce sont des précurseurs qui ne sont pas trop chers et qui ont juste, on va dire, les bonnes températures de décomposition. Ici, c'est des points de fusion même de 250 degrés, donc c'est des températures qui sont correctes, disons, pour les applications. Ce que je veux dire par là, surtout, c'est que ce sont des poudres solides. D'accord. On a testé les autres, mais je ne vais pas trop en parler. Ça fonctionne aussi, mais pas mieux en tout cas. Alors, on a testé beaucoup de conditions plasma. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais un peu de cuisine. On teste beaucoup de conditions. Mais je vais me concentrer sur 3 conditions ici et la comparaison de 3 conditions. La première, c'est simplement un plasma en une étape. Donc, on utilise de l'oxygène, plasma d'oxygène à 100 watts pendant une dizaine de minutes. Et puis, on a testé aussi les conditions à 2 étapes. Vous comprendrez pourquoi on a fait 2 étapes. Donc, une étape d'oxygène suivie par une étape d'argon ou une étape d'argon suivie par une étape d'oxygène. Vous allez voir que ces 3 traitements donnent lieu à vraiment des nanoparticules assez différentes. Je peux déjà vous dévoiler que c'est la 3e condition qui est la plus intéressante. Donc, caractérisation d'abord par diffraction de rayon X. J'étais un petit peu vite là. Oups. Voilà. Alors, il y a beaucoup de lignes ici, mais la première ligne, la ligne de base ici, je veux dire, c'est la diffraction de la poudre d'acétylacétonate, donc de précurseur. C'est une poudre cristalline, donc vous avez un pattern de diffraction ici. Et puis ensuite, eh bien, on va regarder la diffraction pour la première condition, la deuxième et la troisième. Et vous voyez que dans les 3 cas, vous avez effectivement apparition de pics bien définis de nanoparticules qui sont dues aux nanoparticules de platine. Et on voit déjà assez clairement, je pense, sur la diffraction rayon X que la 3e étape, le 3e processus semble être le plus efficace puisque c'est là qu'on a les pics les plus développés ou en tout cas la plus forte quantité de platine cristallin sur l'échantillon. Vous pouvez voir aussi, ça c'est intéressant, comme le précurseur lui-même est cristallin, on voit encore des traces du précurseur ici après décomposition, donc on peut aussi estimer la quantité de précurseur qui a été effectivement dégradée. Voilà, on peut faire de l'imagerie par microscopie électronique à transmission. Je vais juste me concentrer aussi sur ce précurseur-là, donc on ne va peut-être pas regarder trop les autres. Vous voyez d'abord une chose positive, c'est qu'on a effectivement déposé quelque chose. On a déposé des nanoparticules qui apparaissent comme des petits points noirs ici sur l'image. Mais on voit quand même que dans le procédé à une étape, on a vraiment des agrégats plutôt qui sont formés, des clustering en mauvais français. Tandis que si on utilise un procédé à 2 étapes, eh bien là on aura des nanoparticules qui sont bien mieux dispersées et aussi globalement plus fines, effectivement. Donc encore une fois, le traitement argon-oxygène est quand même plus intéressant. Voilà. Alors, on a fait de l'XPS aussi. Je ne sais pas trop qui est familier parmi vous à XPS. Donc c'est une technique de caractérisation de surface. Je sais qu'en ligne, il y a des gens qui connaissent bien la technique, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici, mais bon, c'est la spectrométrie de photoémission. Donc on illumine un échantillon avec des rayons X, ça produit de la photoémission. En gros, et les électrons qui sont émis sont caractéristiques de l'élément qui les ont émis. C'est une spectroscopie. Hein. Donc, par exemple, ici, on va regarder le platine. Et vous avez, alors il y a un peu plus qu'un pic, c'est ça qui est compliqué, mais enfin, il y a surtout un gros pic de platine ici.
Il est dédoublé, il y a un doublet, mais ça, je n'ai pas le temps d'expliquer cela, pourquoi il y a un doublet. Mais ce qui est surtout important, donc, c'est que l'énergie des photoélectrons qui sont émis par le platine sont caractéristiques du platine. On sait que ce pic est propre au platine. Voilà, c'est une explication un peu rapide de l'XPS. Enfin, pour ceux qui connaissent bien l'XPS, ils savent de quoi je parle ici. Alors, il y a une caractéristique remarquable de l'XPS, c'est qu'elle ne détecte pas seulement l'élément, mais aussi son état d'oxydation. C'est ça qui nous intéressait beaucoup ici. Par exemple, si je considère la troisième condition, qui est la plus intéressante ici, vous voyez qu'il y a essentiellement un pic ici, et ce pic correspond effectivement au platine métallique. Par contre, si je regarde la première condition ici, vous voyez que c'est compliqué. Vous avez un peu des montagnes russes ici. Vous avez essentiellement deux contributions, du platine métallique, mais aussi du platine oxydé, qui est du PTOH ici en l'occurrence, c'est l'hydroxyde de platine. On peut même trouver du PTO et du PTO2. Donc, on a un peu toutes les différentes variétés en termes d'oxydation. Et donc, si on résume ce graphique par quelque chose qui est peut-être plus simple ici, on se rend compte que pour la condition simplement à l'oxygène, on a à peu près 40% de platine métallique, le reste étant oxydé. C'est à peu près pareil pour oxygène puis argon. Par contre, argon puis oxygène, on a une formation assez importante de nanoparticules métalliques, 60%. Et j'ai oublié peut-être le plus important, c'est la quantité de platine qui a été effectivement déposée sur le substrat de carbone. Vous voyez que dans la première condition, on était à 3,4%, on est à un peu plus de 5% dans la troisième condition. Donc, on a plus de nanoparticules déposées, on a plus de matériel déposé, plus de platine déposée, et il est aussi dans un état métallique essentiel. Voilà, donc il me reste à voir avec vous pourquoi ça marche mieux quand on a un processus à deux étapes, hein, c'est ça l'idée. Alors, ce qui se passe quand vous avez un plasma, quand vous avez une poudre exposée au plasma comme ceci, en fait, il y a deux choses qui se produisent. Il y a bien sûr la décomposition du précurseur métallique, organométallique. C'est la première chose qu'on peut faire, c'est détruire toute la partie organique ici pour libérer l'atome de platine. Mais vous avez aussi une fonctionnalisation du substrat de carbone. C'est-à-dire que le substrat de carbone exposé au plasma, il va y avoir la création de défauts sur ce substrat. Et ces défauts sont importants parce que c'est sur ces défauts-là que le platine va venir nucléer, en fait, qui va venir s'installer. Donc, on va avoir une nucléation des nanoparticules sur les défauts créés par le plasma sur le graphite, par exemple, graphène. Voilà, ça c'est important parce qu'en fait, on ne veut pas déposer un film mince de platine. Ce n'est pas le but. Nous, on veut déposer des nanoparticules et donc il faut des sites de nucléation. C'est ça l'idée. Et donc, en final, on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors, ça marche particulièrement bien avec un procédé à deux étapes parce qu'on découple un petit peu les deux phases. D'abord, on va utiliser le plasma argon pour principalement créer des défauts sur le graphène, mais sans trop endommager le précurseur ou sans complètement le décomposer. Et puis, avec le plasma oxygène, on va un peu terminer la job, comme on dirait ici. C'est-à-dire qu'on va complètement détruire, décomposer le précurseur organométallique. Donc, on libère le platine qui va venir se poser sur les défauts qui ont été créés précédemment. Voilà, c'est un peu ça l'idée du découplage entre les défauts créés sur le graphène et puis la décomposition de l'organométallique. On essaie de ne pas les faire complètement en même temps de manière un peu anarchique. Ok. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que je ne vais quand même pas être trop long. Simplement, ce qu'on a fait, c'est changer le substrat aussi. Donc, je vous ai parlé de graphène avant, je me suis un peu embrouillé. Donc, tout ce que je vous ai montré avant, c'était sur du xérogel, donc c'est ce carbone poreux. Ici, c'est sur un autre substrat, mais vous allez voir que les conclusions ne sont pas tellement différentes. Hein. Donc, on a travaillé sur du substrat de type graphène ici. À nouveau, beaucoup de conditions, mais il y a des conditions à une seule étape, et puis d'autres à deux, voire trois étapes, toujours avec un peu cette même idée de découplage. On a utilisé que de l'oxygène ici, parce que c'est ce qui fonctionnait le mieux en finale. Alors, si vous travaillez avec un processus à une seule étape, on voit qu'on a, ça fait des belles images, en tout cas, mais on voit toute une série de très fines nanoparticules qui sont déposées effectivement sur nos substrats carbonés. Donc, ce qu'on observe surtout, c'est la création des petits défauts, en fait, lors de cette première étape, et un début de nucléation. Par contre, si vous allez plus loin, c'est-à-dire si vous rajoutez deux, voire trois étapes, et bien on commence à avoir une croissance de nanoparticules beaucoup plus importante, beaucoup plus grosse, on va dire. Donc, on a
Alors, ça, on ne le voit pas sur l'image, mais on a effectivement une décomposition presque complète de l'organométallique dans ce cas-là, et la densité de nanoparticules est plus importante. C'est l'idée qu'avec la deuxième étape, on détruit complètement le précurseur et on alimente le substrat de platine. Bon, encore beaucoup d'XPS ici, mais ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'en passant de l'étape 1 à l'étape 4, on a vraiment une très très forte différence. Dans l'étape 1 et 2, on n'avait que 4 ou 5% de platine déposée. Dans le processus à 3 étapes, là, on a carrément 32% de platine déposée. Donc, on décompose totalement le précurseur, c'est un peu ça l'idée. Et si on analyse plus finement le spectre, on se rend compte que dans le procédé avec 3 étapes, ici, on a carrément 80% de platine métallique. Donc, on dépose des nanoparticules métalliques très cristallines et qui sont donc principalement métalliques, légèrement oxydées. Tandis qu'avec une seule étape, ben, on a surtout du platine oxydé en fait, qui est déposé. La raison, c'est qu'on ne décompose pas vraiment l'organométallique complètement, donc il y a toujours une liaison platine-oxygène. Ok, on va passer au nickel maintenant. Cette idée qu'à un moment donné, on voudrait mélanger du platine et du nickel. Bon, précurseur, c'est toujours un peu la même chose. On a remplacé le platine par du nickel, en gros. C'est de l'acétylacétonate de nickel. Et là, on a testé trois conditions plasma, pardon. Un plasma qu'on suppose être inerte, c'est-à-dire un mélange d'argon et d'azote. Un plasma réducteur, argon-ammoniac. Alors, ça peut peut-être choquer certains d'entre vous parce que l'ammoniac n'est pas nécessairement considéré comme une molécule réductrice. Mais quand vous l'injectez dans un plasma, ça rend le plasma lui-même réducteur. Par exemple, parce qu'il y a de la formation d'hydrogène diatomique ou d'hydrogène atomique aussi. Et puis alors un plasma qui, lui, normalement, doit être bien oxydant, qui est un plasma argon-oxygène. Normalement, parce que vous allez voir une bizarrerie tout à l'heure. Voilà. Alors, encore une technique de caractérisation différente. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Ici, ce qu'on avait testé, c'était d'utiliser l'émission du plasma pour vérifier la décomposition du précurseur. En fait. Donc, le plasma émet de la lumière. La lumière, bien, on peut faire une décomposition spectrale de la lumière. Donc, voilà le spectre des plasmas. Donc, vous avez trois spectres différents, un plasma argon-oxygène, argon-azote, argon-ammoniac. Bon, dans les trois plasmas, comme vous avez de l'argon, vous avez surtout une forte émission d'argon ici. Donc, c'est ce qui crée la lumière caractéristique du plasma, l'argon, qui est un peu rosé comme ça. Rose-rouge, je dirais. Il y a d'autres choses, évidemment, qui apparaissent sur ces spectres, qui sont intéressants. Par exemple, dans le plasma argon-oxygène, on voit apparaître une bande qui est liée aux espèces hydroxyles, en fait, OH. Ça, c'est intéressant parce que l'hydrogène, il vient du précurseur, en fait, hein, qui est riche en hydrogène. Donc, quand il y a du précurseur en train de se décomposer, je dirais, dans le plasma, eh bien, on a la formation d'une forte bande OH. Par contre, quand vous avez des plasmas avec de l'azote, eh bien, on va voir apparaître une bande plutôt CN, cette fois-ci, qui est la combinaison du carbone du précurseur avec l'azote, bien sûr, du plasma. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un monitoring, une analyse, disons, de l'intensité de ces ions en fonction du temps. Et donc, ce que vous avez comme pic caractéristique, c'est un pic comme ceci, par exemple, dans un plasma argon-azote. Donc là, c'est la lumière émise par les fragments CN. D'accord. Au départ, il ne se passe pas grand-chose, et puis progressivement, vous avez apparition de CN dans le plasma parce que le précurseur est en train de se décomposer. Et une fois que le précurseur est complètement décomposé, il n'y a plus de CN, en fait, parce qu'il n'y a plus de source de carbone, simplement. On l'a complètement détruit. Enfin, évacué, hein, parce que c'est principalement du CO2 qui va sortir de votre champ. Voilà, avec ce genre de graphe, eh bien, on peut étudier la décomposition du précurseur. Alors, on a utilisé un modèle très simple, où on suppose que l'organométallique se décompose en des fragments qui sont volatiles, F1 par exemple, et des fragments qui vont, eux, se déposer sur la surface, plutôt F2. Enfin, ils ne vont pas se déposer, ils vont rester plutôt sur la surface. Ensuite, on prend la courbe de décomposition ici. On va supposer que l'intégrale de 0 à t, donc toute la partie orange ici, ça correspond à la quantité d'organométallique qui a été effectivement décomposée. Et puis, l'intégrale totale, disons, de cette courbe ici, ça représente la quantité totale, enfin, c'est proportionnel plutôt, à la quantité totale d'organométallique consommée. Bon, à partir de là, vous pouvez dire que le rapport entre la courbe orange, je vais dire, et la courbe grise ici, eh bien, ça vous donne la fraction d'organométallique décomposée.
Et en finale, donc, vous pouvez estimer la consommation de l'organométallique. Au départ, vous avez 100% d'organométallique, et puis sur la surface, progressivement, il se décompose jusqu'à ce qu'il ait complètement disparu. Et avec un petit peu d'analyse, de traitement de données ici, bien, on peut estimer le taux de réaction en fonction, par exemple, de la puissance. Et on remarque bien que la réaction de décomposition, sans grande surprise, elle est activée par la puissance. Elle augmente avec la puissance de manière un peu plus que linéaire, je dirais. Par contre, les trois plasmas ont à peu près la même réactivité, je dirais, pour décomposer le précurseur. Peut-être que le plasma ammoniaque un peu plus à haute puissance, en tout cas, est manifestement un petit peu plus efficace, plus réactif. Ok, donc ça c'est plus pour estimer la décomposition de l'organométallique. C'est intéressant, on peut le voir vraiment en temps réel. Après, on va à nouveau faire de la diffraction rayon X, de l'XPS, tout ça. Enfin, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais on se rend compte que dans les plasmas oxygène et azote, on a la formation de petits domaines, de petites particules de LiO. Elles sont visiblement faiblement cristallines, c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien les pics ici, mais on a effectivement des dépôts plutôt de nickel oxydé. Par contre, dans le plasma à l'ammoniac, on a apparition assez nette de nanoparticules de nitrure de nickel. C'est intéressant aussi, donc on les voit, qui sont cristallines, on les voit assez clairement ici apparaître. Donc encore une fois, vous voyez, quand on change la nature du gaz, on change vraiment les particules produites. Ça, je vais peut-être passer parce que ça n'apportera pas beaucoup d'informations. Sauf que c'est un peu... Voilà. Encore de l'XPS, à nouveau, si vous n'êtes pas trop familier avec l'XPS, ça peut vous paraître un peu obscur, mais je vais quand même essayer de vous expliquer ce qui se passe ici. Vous voyez que les trois signatures XPS, en fonction des trois plasmas, sont franchement différentes. Hein. Donc, si vous utilisez un plasma ammoniac, celui-ci, le pic dominant que vous voyez, c'est du nickel métallique. Donc, c'était un peu notre hypothèse de départ, effectivement. Le plasma à l'ammoniac devrait être réducteur, c'est assez bien rapporté dans la littérature. Et donc, on a production de nickel métallique principalement, avec aussi un peu de nitrure de nickel, hein, comme on a parlé tout à l'heure. Par contre, si vous prenez le plasma azote et oxygène, ben vous voyez que l'oxygène est pratiquement complètement oxydé. Enfin, il est même totalement oxydé. Pardon. Le plasma à l'azote est un peu plus neutre, on va dire, en termes de réactivité. Donc, vous avez un mélange de fractions oxydées et métalliques. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben voilà, ça confirme un tout petit peu nos hypothèses de départ sur la nature du gaz qui rend le plasma plus ou moins oxydé. Ok, alors si vous me suivez toujours, on va passer maintenant au procédé où on mélange, on essaie de produire à la fois du platine et du nickel. Bon, à nouveau, un diagramme qui peut paraître un peu compliqué parce qu'on a suivi deux voies, en fait, un petit peu parallèles pour produire des nanoparticules. La première, c'est la plus simple, c'est celle qui est en haut, là, encadrée en orange. On mélange tout, en fait. On mélange le graphène, les précurseurs de platine et de nickel, et on le décompose par un plasma en une seule étape. Alors, il est marqué low et high, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire une première étape à basse énergie, avec de l'oxygène. C'est toujours un peu cette idée d'avoir deux étapes un peu découplées. Et puis, une fois qu'on aura fait cette première étape à basse énergie, on va terminer le travail, si vous voulez, avec une étape à haute énergie, 100 watts et 150 watts d'oxygène, pour vraiment bien décomposer complètement le précurseur. Bon, l'autre voie qui a été suivie, parce qu'elle semblait être intéressante aussi, c'était d'abord mélanger le graphène avec le précurseur de nickel. On allume le plasma, enfin d'abord un plasma à basse énergie, donc ça va idéalement donc, produire déjà quelques nanoparticules de nickel sur le graphène, et ensuite cette poudre qui a été produite, on va la mélanger encore une fois maintenant avec l'autre précurseur qui est le platine, et on va de nouveau faire un plasma pour décomposer complètement le platine. Voilà, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais les deux voies, vous allez voir, donnent lieu à des nanoparticules très différentes. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y en a une qui est vraiment meilleure que l'autre, ça dépend certainement des applications visées. Voilà, alors, première surprise, enfin, ça je voulais quand même vous le montrer parce que c'est très contre-intuitif. On s'est rendu compte que... alors, on a utilisé de l'oxygène dans ce processus-là. On a aussi essayé l'argon et l'azote et on s'est rendu compte que c'était avec l'oxygène qu'on avait la meilleure réduction. C'est très, très contre-intuitif. Donc, le plasma à l'oxygène produit les conditions les plus réductrices, effectivement. C'est assez bizarre. Vous voyez qu'un plasma à oxygène, si vous regardez le pic de platine, bon, quand on
a l'habitude des spectres XPS, on voit que c'est pratiquement que du platine métallique en fait. Étrange. Hein. Tandis que si vous utilisez de l'argon ou de l'azote, vous avez un mélange de platine métallique et de platine oxydée. C'est contre-intuitif, mais il faut se rappeler que les plasmas sont toujours complètement hors équilibre thermodynamique en fait. Hein. Donc c'est pas comme si on exposait simplement du platine avec de l'oxygène et qu'on chauffait le tout. C'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, je n'ai pas d'explication absolue là-dessus. Il y a d'autres personnes qui ont observé ça. Donc, les hypothèses qu'on trouve dans la littérature, c'est qu'il est possible qu'il y ait une densité électronique plus importante dans les plasmas à l'oxygène. Une autre explication qui, moi, me convient probablement mieux, même si on devrait peut-être la vérifier, c'est que le plasma oxygène génère des espèces volatiles, disons, dans le plasma, qui pourraient être elles-mêmes réductrices. Ce n'est pas forcément l'oxygène lui-même qui réagit, mais c'est plutôt les espèces qui sont dans le plasma ou les électrons dans le plasma qui sont réducteurs. Voilà. Maintenant, ce qui complique encore plus les choses, c'est que l'oxygène n'est pas toujours réducteur. On l'a vu pour le nickel, l'oxygène est clairement oxydant, comme on l'attend. Mais le nickel est un métal très réactif, alors que le platine ne l'est pas. Donc voilà, il faut tenir compte de tout ça. Ok, la morphologie maintenant. Bon, ben, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que on a une morphologie très très différente dans le plasma avec une seule étape, où on mélangeait tout au départ, un seul poche, je veux dire, et un plasma avec deux étapes. Dans le plasma, une seule étape, on a un fort dépôt de nanoparticules, clairement, mais la morphologie est assez complexe. Et les nanoparticules ne sont pas très clairement définies, comme vous le voyez ici, il y a un peu d'agglomération. Tandis que si vous avez le processus séquentiel, vous allez avoir presque un ciel étoilé. Là, vous avez des nanoparticules bien dispersées et bien définies, effectivement. Donc, peut-être en fonction des applications, certains processus seront préférés à d'autres. Voilà, on remarque aussi, si on fait une analyse des tailles des nanoparticules, qu'elles sont nettement plus fines dans le processus qui est ici à deux étapes que dans le processus à une étape où il y a une sorte d'agrégation qui se produit. Et puis après, on peut encore regarder par EDX ou EDS, c'est la même chose. Hein. La composition chimique des nanoparticules produites, ici on l'a fait sur le procédé à une étape. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'image de platine qui est ici n'est pas du tout corrélée avec celle de nickel. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'alliage. En fait, là où il y a du platine, il n'y a pas de nickel, et là où il y a du nickel, il n'y a pas de platine. Donc on n'a clairement pas information d'alliage. On a information de nanoparticules de nickel et de platine qui sont un peu collées les unes sur les autres, mais on n'a pas PT, on va dire comme ça. Voilà, écoutez, je regarde régulièrement ma montre, mais ça va, j'approche tout doucement. Je dois avoir encore 5-6 minutes à mon avis. Bon, je ferai un peu la même chose, donc je ne vais pas passer trop de temps, mais dans le processus à une étape, si on regarde la diffraction rayon X, on a clairement la formation bien visible de nanoparticules de platine. Par contre, il y a un grand absent sur la diffraction, c'est le nickel. On ne voit pas le nickel. Donc, on n'a pas de nanoparticules cristallines de nickel. On a déposé du nickel, ça on en est sûr, mais il est juste amorphe. Par contre, dans le procédé à deux étapes, là, la décomposition de l'organonucléide n'est pas suffisante, et donc on a une formation nettement moindre de nanoparticules. Encore de l'XPS. Que vous dire, globalement, ce qui domine le spectre XPS, c'est le platine métallique. Donc, on a essentiellement formé du platine métallique. J'allais dire pas trop surprenant, parce qu'on travaille avec un plasma oxygène et qu'on a compris que le plasma oxygène était plutôt réducteur. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, quand même important. Le plasma, avec une seule étape, où on mélangeait tout en même temps, on produit à peu près 12% de platine, tandis qu'on en a 3 fois moins dans le plasma à deux étapes. Clairement, si on veut un dépôt important de platine et de nickel, il vaut mieux choisir la première étape. Oui. Ça, je vais passer un peu vite aussi. C'est juste, je vais regarder en XPS le pic qui vient du nickel. Donc, on a du nickel, ça on en est sûr. Il n'a pas disparu comme ça. Donc, on a bien effectivement mélangé du platine et du nickel. Et le nickel, il y en a plus dans les processus à deux étapes, à peu près 6% que dans le processus à une étape, encore une fois. Mais et il est fortement oxydé. Voilà, je vais terminer avec les platines nickel et puis je vous montrerai brièvement quelques autres exemples, sans trop les détailler, pour montrer que la technique est, je ne vais pas dire universelle, mais enfin, elle fonctionne avec beaucoup de nanoparticules possibles.
Donc, voilà, le processus de deux étapes, on le comprend comme ceci, c'est toujours aussi un petit peu le même récit. Hein. Vous avez d'abord, lors de la première étape, qui consistait à mélanger du graphène avec de l'acétylacétonate, lorsqu'on allume le plasma, on va d'abord créer des défauts sur le graphène qui sont représentés ici schématiquement. Et sur ces défauts, le nickel va venir se déposer, mais sous une forme généralement oxydée ou même hydroxyde. Et puis après, lorsqu'on mélange le tout avec l'autre précurseur, on suppose qu'on a effectivement une croissance de nanoparticules de platine, cette fois-ci, autour des petites nanoparticules de nickel. Donc c'est comme ça qu'on a des nanoparticules qui sont mixtes, mais qui ne sont pas des alliages. Voilà, alors, je vais balayer quelques petits exemples aussi pour vous montrer d'autres publications. Donc, comme ça fonctionnait bien avec le platine et le nickel, on a exploré d'autres combinaisons, notamment l'oxyde de zinc. Alors, l'oxyde de zinc, ici, c'était dans des applications avec des collègues chimistes, plutôt pour la photocatalyse, encore une fois. Mais on pourrait envisager des applications antibactériennes. On y réfléchit dans le projet où je suis impliqué avec Diego, mais pas avec ce type de dépôt, c'est encore autre chose. Mais donc, ça fonctionne. Vous partez d'un précurseur qui est toujours de l'acétylacétonate de zinc, cette fois-ci. Un plasma qui était. On a testé l'ammoniac et l'oxygène, mais les résultats ici, c'est plutôt les résultats à l'oxygène. Donc, on voit bien en analyse thème qu'on a un dépôt de nanoparticules. On peut même voir les plans cristallins ici. Donc, elles sont bien cristallines. On a des pics de diffraction, effectivement caractéristiques de l'oxyde de zinc ici. Et puis, on peut même déterminer, estimer à partir de la diffraction réelle, cette fois-ci, la taille des nanoparticules qui se situe aux alentours de 6 à 10 nanomètres. Et on a pu tester que ces systèmes étaient efficaces pour la photocatalyse, effectivement, puisque voilà, dans notre travail, donc ce qu'on a fait, je vais un petit peu vite, on a dégradé ici un colorant, qui est la rhodamine B, vous connaissez peut-être. Donc, on expose le tout à la lumière et donc on observe la dégradation du colorant en fonction du temps et on voit que les nanoparticules qu'on produisait, ont des résultats qui sont aussi bons, disons, que ce qui est rapporté dans la littérature. La dégradation est effectivement efficace. Autre application tout à fait différente, c'est des nanoparticules magnétiques. Donc ici, on est parti cette fois-ci d'un composé organométallique de fer qui a été décomposé avec un plasma, je pense, d'azote, si je ne me trompe pas. C'est azote ou ammoniac, en tout cas un plasma azoté certainement. Et donc, on observe, encore une fois, en diffraction réduite, la formation de nanoparticules. Vous voyez ici des nanoparticules qui sont des nitrures de fer, en fait. Alors, il y a différentes lignes parce qu'il y a différentes pressions. En fait, ça c'est 6 millitors et ça monte jusqu'à 45 millitors. Donc, je n'ai pas trop le tort comme unité de pression, mais enfin, on l'utilise encore beaucoup. Simplement, vous injectez de plus en plus de gaz, donc la dégradation est plus complète. Voilà typiquement le genre de nanoparticules déposées. Et l'intérêt de ces nanoparticules, c'est qu'elles sont effectivement ferromagnétiques. Voilà, donc c'est peut-être loin pour beaucoup d'entre nous le ferromagnétisme, mais l'idée c'est que vous obtenez un comportement qui est très fortement ferromagnétique pour les plus grosses nanoparticules, c'est-à-dire que vous avez un changement brutal du moment magnétique dans les nanoparticules quand on change le champ magnétique. Donc c'est des nanoaimants, on va dire comme ça. Voilà, j'ai encore deux exemples à vous montrer. Donc, celui-là est un exemple que j'aime pas mal aussi. Il est beaucoup plus académique, je dirais un peu plus fondamental. Je ne suis pas trop sûr qu'il y ait vraiment des applications à ça. Mais c'est plutôt dans le cadre d'un travail de maîtrise, en fait, ici. C'est un beau micro-projet, si vous voulez, où on a voulu essayer de produire des nanoparticules qui étaient quand même des alliages. Donc, des alliages de platine et de cuivre, ici. En partant toujours de l'idée que les plasmas sont tout à fait hors équilibre thermodynamique, et donc pour être capable de produire des matériaux qui sont hors équilibre aussi, effectivement. Alors, si vous regardez le diagramme de phase du platine et du cuivre, il n'y a pas de solution solide possible. Donc, il n'y a pas moyen, normalement, de faire un alliage. Mais par plasma, je vais vous montrer qu'on est parvenu à en faire. Donc là, on mélange à nouveau une poudre. Alors, on va changer un peu, c'est une poudre de TiO2, cette fois-ci qu'on a utilisée. On mélange cette poudre avec deux précurseurs, un qui contient du platine et l'autre du cuivre. On allume le plasma et ça produit, comme vous voyez, des nanoparticules. Alors, il y a toute une échelle ici. Là, c'est uniquement du platine pur.
Là, on a mélangé platine-cuivre 75-25%. Là, on a mélangé 50-50, 25-75 et cuivre pur ici. Vous voyez, dans tous les cas, on dépose effectivement des nanoparticules. Donc ça, c'est le TiO2. Hein, vous voyez, l'espèce de sphère ici, ça, ce sont les nanoparticules qui viennent se déposer. Pardon. Ah non, elles ne se déposent pas vraiment. C'est nucléées, plus exactement. Alors, l'intérêt de l'étude, c'est qu'après, quand on a fait de la diffraction rayon X, on a montré effectivement qu'il y avait bien un alliage. Si vous regardez le platine pur ici, ou le cuivre pur là tout en haut, bon, c'est pas très marqué évidemment, mais il y a un petit pic de diffraction ici qui est exactement à la position attendue pour le platine 1,1,1. Il y a encore un plus petit pic de diffraction pour le cuivre 1,1,1 ici. Bon, la raison pour laquelle ces pics sont faibles est probablement que les particules sont vraiment très petites et peut-être pas si cristallines que ça. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand on a un mélange des deux éléments, platine et cuivre, eh bien, on voit apparaître un pic de diffraction qui est entre les deux, en fait. Donc, ça veut dire que la maille cristalline est intermédiaire entre celle du platine et du cuivre. Ou plus exactement, qu'on a effectivement fait une nanoparticule qui est une solution solide de platine et de cuivre, et cristalline en plus. Donc voilà, ça c'est la preuve effectivement qu'on a bien un alliage, et vous voyez qu'il y a un décalage progressif du pic de diffraction du platine vers le cuivre quand vous rajoutez du cuivre dans les nanoparticules. Voilà, j'ai envie de dire que c'est joli. Est-ce qu'il y a des applications à ça? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est un alliage complètement hors équilibre qui est produit. Voilà, ça c'est aussi joli, mais il y a aussi une application. On a pu aussi faire des nanoparticules d'or. Ça intéresse peut-être un peu le dire. Nanoparticules d'or sur à nouveau du TiO2. Toujours un peu le même principe, je ne me rappelle plus exactement de la nature du plasma ici, je pense que c'était de l'oxygène qu'on utilisait. Et voilà, ça s'appelle des cactus-like structure parce que ça ressemble très fort à des cactus en fait. C'est une photo que j'avais prise en Sicile il y a 2 ans, où j'avais d'ailleurs un peu parlé de ça. C'est très très similaire. Et voilà, c'est pas juste joli, ce sont aussi des catalyseurs très efficaces pour la dégradation des composés organiques volatiles. Bon, il y a toujours cette idée de catalyse. Nanoparticules déposées sur des substrats carboniques. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fini alors. Donc, comme conclusion rapide, j'espère que je vous ai montré une voie un peu différente, disons, pour produire des nanoparticules en décomposant complètement un organométallique par un plasma. Ça marche avec beaucoup de métaux différents, platine, nickel, zinc, fer, cuivre, or, et probablement d'autres encore. Je pense que titane devrait fonctionner. Titane fonctionne aussi, oui. Et différents substrats, donc comme les substrats carbonés, de l'oxyde de titane, etc. Et vous l'avez compris aussi, la morphologie, la chimie, la cristallinité aussi dépendent pas mal même beaucoup, des conditions plasma. Donc ça prend une thèse pour vraiment réaliser correctement ce genre de choses. Ou en tout cas un travail de master si on sait exactement où on va. Ça dépend de la chimie du plasma, de la puissance, du temps, de la manière dont vous faites le procédé, en 1 étape, 2 étapes, 3 étapes. Voilà, je termine par une petite photo. Alors, c'est pas tout à fait mon groupe actuel, ça c'est mon groupe il y a 5 ou 6 ans, mais j'ai choisi cette photo-là parce qu'au moins sur cette photo-là, les 4 chercheurs qui ont vraiment principalement travaillé sur les plasmas sont présents. Donc, il y a Émile ici qui est encore à Namur, lui, qui travaille plutôt pour une spin-off de l'université d'ailleurs, une spin-off dans les plasmas. Mathieu, lui, il est parti dans l'enseignement, mais il a terminé sa thèse aussi dans le domaine des plasmas. Yann a beaucoup travaillé sur ces nanoparticules aussi. Maintenant, il fabrique des couches diamantées pour des semi-conducteurs dans une spin-off en Allemagne. Et Florian, qui est ici, lui, il a terminé une thèse avec une industrie verrière. Donc, c'est un peu différent. Mais enfin, c'était aussi du plasma qu'il faisait, effectivement, pour ce travail. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci aussi à ceux qui sont en ligne. Très intéressant, très pédagogique aussi pour ceux qui n'ont pas l'habitude justement d'utiliser les techniques présentées là. J'avais hésité à faire une présentation un peu plus détaillée d'XPS, mais ça prend du temps. Mais là, on a pu suivre correctement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? La salle, pas pour le moment. Oui, dans la salle, on va commencer. Est-ce que vous avez développé des applications catalytiques avec des nanoparticules de fer, avec des collaborations? Non. À propos de celles qui sont magnétiques, justement? Oui, non. En fait, le papier qui avait été publié, ça a été avec Yansu, que vous connaissez peut-être en catalyse. Alors, la partie chimique, je la connais un petit peu moins. C'était des membranes
évaporatif, je ne sais plus trop, j'ai oublié le mot en anglais. Enfin, c'était des membranes d'alginate, si je me rappelle bien, dans lesquelles on mélangeait des nanoparticules. Et les propriétés magnétiques des nanoparticules étaient importantes pour cette application-là. C'était pour séparer de l'eau et de l'alcool, effectivement. Perforative membranes. Je ne sais plus très bien, je ne sais pas du tout comment ça se traduit. J'ai un peu découvert ça, effectivement. Donc on peut décomposer, on peut séparer deux composés, alcool et éthanol par exemple, avec ce genre de membrane. Et visiblement, c'est influencé par le champ magnétique des nanoparticules. C'est assez étonnant. Ouais. Ah, d'accord. Et j'avais une question générale aussi. Est-ce que par rapport au choix du métal que vous voulez utiliser, vous en avez testé un certain nombre, est-ce qu'il y a un intérêt à aller vers des métaux qui ont par exemple des points de fusion, qui auraient des points de fusion par exemple particulièrement bas? Parce que là, vous parlez effectivement du point de fusion du complexe que vous choisissez, beaucoup d'ACAT, des acétylacétonates, mais est-ce que ça aurait un intérêt à avoir des complexes ou des métaux à point de fusion encore plus bas, par exemple, par rapport dans le cadre de la technique, ou c'est simplement que vous voulez éviter des points de fusion particulièrement élevés, donc vous n'auriez pas un intérêt à aller nécessairement bas? C'est une bonne question. Je ne sais pas trop quelles seraient les applications des métaux à point de fusion très bas. J'ai le soupçon que... Alors, on ne sait pas très bien quelle est la température de surface quand on fait le dépôt plasma. Si les points de fusion sont vraiment bas, je pense peut-être au bismuth ou au gallium. Je pensais au bismuth, en fait, justement. Là, il y a quand même des chances qu'on ait peut-être du clustering qui se forme. Je ne sais pas, en fait. C'est une bonne question. Il faudrait déjà vérifier quel précurseur organométallique existe pour le bismuth. Peut-être qu'il existe de l'acétylacétonate de bismuth, j'imagine. Parce que dans la littérature, on voit beaucoup de nanoparticules de bismuth, justement. D'accord. C'est pour ça que j'essaie de faire c'est intéressant. Franchement, c'est une voie qui devrait être explorée. A priori, ça devrait fonctionner. J'ai un peu peur qu'il y ait effectivement fusion de nanoparticules elles-mêmes lors du procédé plasma. Ça, c'est pas impossible. Parce que je supposais qu'il n'est peut-être pas dans un état liquide, mais en tout cas, il risque de bien diffuser, j'imagine, sur le substrat. D'accord. Donc, on aurait peut-être quand même une sorte d'agglomération. C'est intéressant. Ça peut être à tester. D'accord, merci. Moi, j'avais une petite question. J'avais la question de la température, justement, mais je vois que la réponse, on ne sait pas encore quelle température bien au niveau de la surface. Oui, c'est vrai que dans le cadre d'une thèse, chez nous, il y a eu cette question qui était un peu permanente. Oui, c'est curieuse. Par les membres du jury, notamment. Et c'est vrai que ce n'est pas évident à mesurer. Enfin, il pourrait y avoir moyen de passer un thermocouple quand même. Ça perturbe aussi le plasma. C'est pas si simple que ça. Donc, on ne connaît pas exactement la température de surface. Je comprends. Puis, notre question technique. C'est pas super chaud non plus. Hein. C'est 300 degrés. Ok. Peut-être une question technique aussi. Tu mentionnais au tout début la première technique qui faisait en sorte de contaminer toute la chambre. Mais là, si je comprends bien, il y a un contenant dans la chambre plasma. Voilà. C'est ça la grosse différence. La poudre est dans la chambre plasma. C'est ça qui est original dans la méthode. Parce que le PECVD classique, on en fait beaucoup. Hein, on injecte un composé volatile dans la chambre et ce gaz donc d'organométallique, par exemple, se décompose à l'intérieur de la chambre. Ok. Voilà. Ça se fait beaucoup avec le titane, par exemple. On injecte de l'isopropoxyde de titane et on dépose comme ça des films de TiO2. Okay. C'est immédiat. Mais là, il y a un contenant à l'intérieur de la chambre qui fait en sorte que la chambre n'est pas contaminée. Donc, le gaz qu'on introduit, parce qu'on doit quand même avoir un gaz pour contaminer le plasma, c'est les gaz dont j'ai parlé avant, oxygène, etc. Okay. Mais on n'injecte pas de vapeur de l'organométallique. Okay. Si on utilise la poudre directement dans le plasma, donc on la, entre guillemets, on la brûle dans le plasma. Pas tout à fait une combustion, mais c'est simple. Puis, je comprends que vous pouvez beaucoup jouer avec les différents paramètres. Je me demandais aussi, parce que tu mentionnais que la méthode était très sensible, jusqu'à quel point la méthode est reproductive, c'est-à-dire en utilisant les mêmes caractéristiques, il y a quand même des nanoparticules semblables qui sont formées à chaque fois. Oui, okay. C'est là, oui, j'ai dit que c'était sensible. Maintenant, les différences d'une condition à l'autre étaient quand même souvent assez importantes. Ok, c'est pour ça qu'il y avait des différences. On double, on triple le temps, ou on augmente fortement la puissance, quand même. Okay. Mais ça reste, il y a beaucoup de paramètres. Oui. Et oui, c'est reproductif. Parfait, merci. Oui. J'avais encore une question plus pratique, peut-être. Quand on génère le matériau dans la phase plasma, après on veut l'utiliser en catalyse, là on est dans des conditions de température et de pression complètement différentes. Donc à un moment donné, il faut sortir le matériau de la chambre.
qui se trouvent dans des conditions complètement différentes. Donc là, c'est peut-être une question un peu naïve. Est-ce que vous ne changez pas complètement la nature du matériau en le sortant finalement des conditions qui ont permis de le générer initialement? C'est une bonne question parce qu'on sort effectivement des matériaux très réactifs. Oui. Je pense que même un des chercheurs qui est il a une fois sorti une poudre qui s'est enflammée presque spontanément, effectivement, tellement qu'elle était réactive. Bon, c'était pas très grave, c'est des petites quantités, c'est pas vraiment alarmant, mais elle est devenue carrément rouge, quoi. Alors, ça, c'est peut-être ce qui me chagrine un tout petit peu, c'est qu'on n'est jamais vraiment parvenu à faire des tests de catalyse directement sur ces nanoparticules. L'explication qu'on nous avait donnée, c'est qu'elles n'avaient pas du tout le... Bon, ça, il faudrait peut-être qu'on en discute plus en détail après. Mais par rapport aux tests standards de catalyse qu'ils faisaient dans un laboratoire dans une autre université à Liège, les poudres qu'on leur fournissait n'étaient pas compatibles en fait, avec leurs tests de catalyse. Donc, on a observé qu'il y avait de la catalyse, mais ce n'était pas toujours très reproductif. Donc, ça fonctionne, on va dire, mais on n'a pas montré que c'était meilleur que les catalyseurs classiques. C'est ça que je veux dire. D'accord. Donc, voilà, cette partie-là, on n'a pas pu la publier parce qu'elle est un peu incertaine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la méthode de production qui est certainement optimisée à développer, peut-être. D'accord, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou pas? Non? Il y a d'autres questions dans la salle, donc je vous invite à vous joindre à moi pour remercier. Merci.